Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, avait prévenu le véritable péril qui hante l'Afrique ne se cache pas dans le mot terrorisme, mais dans une mécanique plus vaste d'impérialisme masqué. Pendant que certains pays négocient avec des groupes sans patrie, d'autres, comme le Burkina Faso, refusent tout compromis et préfèrent se battre pour leur souveraineté. Mais cette fermeté d'Ibrahim Traoré est-elle une vision isolée ou bien un miroir tendu à tout un continent? Car derrière ces mots, une idée s'impose. Si l'Afrique ne choisit pas son propre destin, d'autres le feront à sa place. La mise en garde d'Ibrahim Traoré n'était pas une simple rhétorique politique, elle portait un avertissement destiné à tout un continent. Ce qu'il expose touche au cœur même de la souveraineté africaine, la dépendance stratégique, le contrôle des armes et la manipulation des alliances. Dans un monde où les puissances extérieures dictent qui peut se défendre, la promesse du Burkina Faso paraît claire: reprendre le droit de choisir son propre destin. Cette approche comporte des risques, mais aussi une opportunité rare: prouver que la sécurité africaine peut être bâtie par des Africains eux-mêmes. L'enjeu dépasse les frontières du Sahel. Il interroge la capacité du continent à ne plus servir de terrain d'expérimentation aux intérêts étrangers. Et si le pari d'Ibrahim Traoré réussissait, il ne redéfinirait pas seulement la politique du Burkina Faso, il pourrait remodeler la manière dont l'Afrique entière conçoit sa liberté. Dès ses premières interventions publiques, Ibrahim Traoré a livré un constat chiffré et sans détour: plus de 40% du territoire burkinabé échappait encore au contrôle de l'État lorsque l'armée décida d'agir. Cette révélation, prononcée avec une froideur méthodique, marquait une rupture. L'ennemi n'était plus seulement à leurs frontières, il se nourrissait des contradictions d'un système bâti par d'autres. Dans son analyse, ce qu'on nomme terrorisme n'est qu'un symptôme, la manifestation visible d'une stratégie d'affaiblissement plus vaste, entretenue, dit-il, par ceux-là même qui refusent de vendre des armes aux États africains. Le président explique que, sur le terrain, les soldats burkinabés affrontent des groupes lourdement armés d'équipements occidentaux. Les sources qu'il cite décrivent un paradoxe cruel: des nations africaines interdites d'acheter les outils de leur propre défense, pendant que ces mêmes armes circulent librement entre les mains de combattants sans drapeau. Cette asymétrie, Traoré la compare à une guerre invisible menée par procuration. L'Afrique, dit-il, ne serait pas en guerre contre des bandits, mais contre un système qui choisit qui doit survivre. Dans cette perspective, le Burkina Faso a cessé de quémander l'aide de ceux qu'il soupçonne d'alimenter le chaos. C'est ainsi qu'est née la décision de rompre certaines coopérations, de se tourner vers d'autres partenaires, notamment la Russie, et de bâtir une armée formée, équipée et financée localement. Le geste fut perçu comme un acte de défi, mais aussi comme un cri d'indépendance. Car selon Ibrahim Traoré, l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources ou de courage, elle souffre d'une illusion d'assistance qui la maintient sous tutelle. Derrière cette mini-révélation, un schéma se dessine. Si chaque pays du continent persistait à attendre le salut de l'extérieur, alors le piège se refermerait. Et c'est ce piège que le Burkina Faso veut désormais briser. Au cœur de cette transition brutale, Ibrahim Traoré s'impose non comme un politicien de salon, mais comme un soldat devenu symbole. Son image, celle d'un capitaine en treillis, s'adressant directement à la population, tranche avec les codes diplomatiques classiques. Pour beaucoup de Burkinabés, il incarne le retour d'une parole simple: nous ne sommes pas des enfants à protéger, mais des peuples à respecter. Sous sa direction, les premières mesures furent d'une clarté militaire, les comités de défense villageois furent réactivés, les zones frontalières réorganisées et les opérations conjointes avec le Mali et le Niger renforcées. Ces décisions, perçues d'abord comme improvisées, révélèrent vite leur portée symbolique: reconquérir le territoire, non, mais surtout reconquérir la confiance d'un peuple lassé des promesses. Derrière les chiffres, plusieurs milliers de volontaires engagés en quelques semaines, se cache une logique: montrer que l'État n'est pas une entité lointaine, mais un corps vivant. Les effets se firent sentir rapidement. Dans certaines provinces, les attaques diminuèrent et la population commença à collaborer à la collecte d'informations. Ce fut la première victoire
victoire silencieuse du capitaine, celle d'une nation qui, peu à peu, cesse d'attendre qu'on la sauve. Mais cette dynamique pose aussi une question. Combien de temps un pays peut-il tenir seul face à des forces mieux armées? Ce doute, Ibrahim Traoré l'assume comme un moteur. Pour lui, chaque hésitation est un rappel du prix de la dépendance. Et c'est dans cette tension entre foi et fatigue que le Burkina Faso a trouvé sa nouvelle voie. L'escalade des événements autour d'Ibrahim Traoré n'a pas été un simple enchaînement de décisions militaires. C'est une trajectoire politique façonnée dans l'urgence. Tout a commencé par une série de revers sanglants, des villages rasés, des convois humanitaires attaqués, des zones minières livrées aux groupes armés. Chaque perte alimentait une colère populaire qui ne trouvait plus d'écho à Ouagadougou. Lorsque Traoré, alors capitaine, décida d'agir, il n'avait ni l'appui des chancelleries ni celui des élites. Seulement la conviction qu'attendre l'aide extérieure revenait à attendre sa propre disparition. La nuit du soulèvement fut brève et précise. En moins de 24 heures, le pouvoir changea de main. La jeunesse, galvanisée par un discours de rupture, remplit les rues. Les drapeaux russes apparurent aux côtés des étendards burkinabés. Ce mélange d'espoir et de défi marquait le début d'une ère nouvelle, celle d'un pays décidé à affronter l'adversité sans tuteur. Les premières semaines furent chaotiques, les institutions paralysées devaient être réorganisées, les forces armées redéployées. Traoré imposa un mot d'ordre: sécurité, discipline, transparence. Sous son impulsion, les rapports internes de l'armée furent ouverts aux civils, un acte inédit dans la région. Cette transparence, parfois critiquée par les diplomates, devint un outil de mobilisation, montrer que chaque décision, chaque échec appartenait à la nation tout entière. Pendant ce temps, la guerre continuait, les affrontements à l'est et au nord du pays se multiplièrent, mais au lieu de cacher les pertes, le gouvernement choisit de les rendre publiques, une reconnaissance de la réalité, mais aussi un appel à la solidarité. Les campagnes « Un sac pour un soldat » se multiplièrent. Des milliers de citoyens collectèrent vivres et carburant pour les troupes. Cette économie populaire de guerre redonna un sens concret au mot patriotisme. Sur la scène internationale, les réactions furent immédiates. Les chancelleries occidentales exprimèrent leurs préoccupations, tandis que plusieurs pays africains saluèrent le courage du jeune président. À Bamako et Niamey, ces discours furent repris mot pour mot. Nous ne négocions pas avec ceux qui tuent nos enfants. En quelques mois, une alliance de fait prit forme. Le noyau du futur bloc Mali, Burkina, Niger, souvent surnommé l'axe du Sahel. Ce rapprochement, loin d'être idéologique, répondait à une logique simple: si l'un tombe, les autres suivront. À mesure que les opérations conjointes avançaient, l'armée burkinabé gagna du terrain. Certains districts furent reconquis, d'autres stabilisés. Mais Traoré savait que la victoire militaire ne suffirait pas. Il fallait une victoire narrative. C'est pourquoi il multiplia les interventions médiatiques, expliquant que le véritable combat n'était pas contre des hommes, mais contre une structure d'exploitation. Dans chaque interview, il insistait: ce n'est pas le terrorisme, c'est l'impérialisme. Cette phrase, répétée comme un mantra, devint le symbole d'un réveil continental. Et c'est dans cette tension entre fierté retrouvée et isolement croissant que s'ouvrit le second acte de la présidence Traoré, celui des preuves et des chiffres. Dès les premiers mois de son mandat, Ibrahim Traoré a cherché à appuyer son discours sur des données mesurables. À ses yeux, seule la preuve chiffrée pouvait dissiper le doute entre conviction et propagande. Ainsi, il dévoila 3 indicateurs essentiels: la superficie reprise, le volume d'armes saisies et la proportion de civils déplacés ayant pu regagner leur foyer. Ces chiffres, parfois contestés à l'extérieur, constituent pourtant le socle de la stratégie burkinabé. Le premier indicateur est celui du territoire reconquis. Selon les rapports militaires, environ 17% du territoire national a été libéré durant la première année d'opération. Ce pourcentage, modeste en apparence, traduit une inversion de tendance. Jusque-là, la progression des groupes armés suivait une courbe ascendante constante. La dynamique s'est retournée. Pour Traoré, cette inversion vaut plus qu'une victoire tactique. C'est la preuve qu'une armée nationale, soutenue par sa population,
population peut tenir tête à des forces mieux équipées. Le second indicateur concerne les armes et munitions récupérées. Entre novembre 2022 et août 2023, plus de 3800 unités d'armes légères et environ 220 véhicules armés ont été saisis ou neutralisés. L'armée a publié les images de ses arsenaux improvisés, fusils automatiques, mortiers portatifs, radios cryptées. Chaque capture, expliquait Traoré, démontre que ces groupes ne sont pas des poches locales de banditisme, mais des acteurs intégrés à des chaînes logistiques internationales. Quand une arme marquée d'un numéro de série européen apparaît dans nos forêts, disait-il, cela prouve que le front ne se limite pas au Sahel. Le troisième indicateur est humain. Selon le ministère de la Solidarité, plus de 120 000 civils déplacés sont revenus dans leur localité d'origine depuis la mi-2023. Ces retours sont partiels, parfois précaires, mais ils traduisent un mouvement inverse à celui des années précédentes. Dans plusieurs provinces les écoloquoises, les écoles ont rouvert, les marchés ont repris et les administrations locales se réinstallent. Pour Traoré, chaque retour d'habitants est une victoire de souveraineté car il démontre que l'État redevient visible. Ces chiffres ne suffisent pas à masquer les difficultés. Les zones encore instables demeurent vastes, les ressources militaires limitées, mais leur évolution illustre une tendance mesurable, celle d'un pays qui, malgré l'isolement diplomatique, retrouve des marges de manœuvre. En d'autres termes, la ligne de front recule pour la première fois depuis 5 ans. À l'extérieur, les partenaires sceptiques reconnaissent désormais la cohérence du modèle burkinabé, centralisation des opérations, mobilisation civile, refus de négocier avec les groupes armés. Mais le président prévient, si nous n'investissons pas dans notre propre défense, d'autres investiront pour nous vaincre. Sa logique est arithmétique, plus un pays dépend de la protection étrangère, moins il contrôle ses choix. Ainsi, les chiffres de Traoré ne servent pas seulement à convaincre, mais à créer un précédent. Il pose une question simple à toute l'Afrique. Combien de pourcentage de son territoire un État doit-il perdre avant de comprendre que la dépendance se mesure aussi en kilomètres carrés ? Les détracteurs d'Ibrahim Traoré avancent 2 arguments principaux pour contester sa ligne. Le premier, en s'alliant avec la Russie, le Burkina Faso risquerait de substituer une dépendance à une autre. Le second, sa stratégie militaire, trop offensive, exposerait les civils à des représailles accrues. Ces critiques, souvent relayées par des observateurs étrangers, trouvent un certain écho dans les milieux diplomatiques africains. Traoré ne les balaie pas d'un revers de main. Il admet que l'autonomie absolue n'existe pas, mais distingue 2 formes de dépendance, celle qu'on subit et celle qu'on choisit. Selon lui, la coopération militaire avec Moscou n'est pas une soumission idéologique, mais un contrat pragmatique, payer, recevoir sans leçon de morale. Ce qu'il reproche à l'Occident, ce n'est pas de proposer, mais d'imposer. Et dans un continent où l'aide devient souvent un instrument de chantage, cette nuance change tout. Quant à la critique sur les risques pour les civils, Traoré répond par les chiffres. Le taux d'attaque meurtrière contre les populations a diminué de 28% entre janvier et octobre 2023, selon les rapports internes. Certes, les pertes existent encore, mais leur géographie s'est restreinte. Le président affirme que cette amélioration vient du transfert de pouvoir aux communautés locales, mieux informées et plus réactives que des états-majors éloignés. Il résume, un village qui sait d'où vient le danger vaut une garnison entière. Ses partisans ajoutent un argument moral. Dans une guerre où l'adversaire n'a ni visage ni frontières, la neutralité devient complicité. Ne rien faire, c'est accepter que d'autres décident du sort du Sahel. Ainsi, le choix de Traoré apparaît moins comme un pari idéologique que comme une expérience de survie politique. Et si le risque est grand, la passivité l'est davantage, car pour lui, l'Afrique n'a plus le luxe d'attendre qu'on la comprenne. Elle doit enfin se faire entendre. Ce n'est pas le chaos, c'est une reconfiguration. Par cette phrase lapidaire, Ibrahim Traoré résumait le tournant de son action. Le Burkina Faso ne subit plus, il redessine ses alliances. À mi-parcours de son mandat, un changement discret mais décisif s'est produit, la constitution d'un bloc sécuritaire sahélien. Aux côtés du Mali et du Niger, le pays a formalisé des accords d'assistance mutuelle, de partage de renseignements et de défense commune. Ce renversement est plus qu'un arrangement militaire, c'est une déclaration d'indépendance continentale.
Pour la première fois, 3 nations sahéliennes assument ouvertement leur rupture avec les cadres classiques d'intervention étrangère. Les analystes parlent d'un effet domino inversé. Au lieu de s'effondrer, les États fragiles s'agrègent pour former un front commun. Et derrière cette recomposition, l'ombre de Traoré s'étend, non comme un idéologue, mais comme un catalyseur. Ce midpoint marque une bascule narrative d'un pays en résistance à une coalition en construction. L'Afrique, dit-il, n'a pas besoin de permission pour se défendre. Et c'est précisément là que commence le véritable bras de fer avec les puissances extérieures. Le repositionnement d'Ibrahim Traoré a produit une onde de choc bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les conséquences se manifestent différemment selon les acteurs, nations, économies, populations et zones régionales. Mais toutes traduisent une même réalité. L'Afrique se recompose par ses marges. Sur le plan national, le redéploiement militaire a permis de rouvrir écoles et centres de santé, Burkina Faso. Le redéploiement militaire a permis de rouvrir plus de 600 écoles et 200 centres de santé dans les zones reprises. Les marchés hebdomadaires, longtemps fermés, reprennent vie sous la surveillance conjointe des comités civilo-militaires. Cette stabilisation relative a ravivé l'économie locale. Les récoltes de mil et de sorgho ont augmenté de 15% en un an. Mais Traoré avertit, ces progrès ne sont qu'un équilibre fragile, menacé à chaque retrait d'appui logistique. Pour lui, la véritable victoire viendra quand l'État n'aura plus besoin de soldats pour garantir la normalité. Sur le plan diplomatique, la rupture avec les cadres anciens a redéfini les alliances régionales. Le discours de Ouagadougou a fracturé les alliances traditionnelles. Certaines capitales occidentales ont suspendu leur aide budgétaire, tandis que d'autres, Alger, Moscou, Téhéran, ont offert un soutien technique accru. Cette bascule vers un sud stratégique redéfinit les équilibres régionaux. Les institutions africaines, comme la CEDEAO, oscillent entre prudence et fascination devant ce modèle d'émancipation armée. Traoré, désormais figure d'opposition à l'ordre établi, devient pour certains un symbole de désobéissance légitime. Sur le plan social, l'effet le plus tangible est psychologique. Les Burkinabés disent respirer autrement. L'effet le plus tangible est psychologique. Les Burkinabés disent respirer autrement. Les jeunes, longtemps tentés par l'exil, rejoignent les programmes de formation civique. Les chants patriotiques ont remplacé les slogans de colère. Mais cette ferveur s'accompagne d'un durcissement intérieur. Critique publics, médias indépendants et ONG font face à une surveillance accrue. La cohésion nationale se renforce, mais au prix d'un débat restreint, un équilibre instable que Traoré justifie par la nécessité de la discipline avant la démocratie. À l'échelle régionale, le modèle burkinabé inspire ou inquiète les pays voisins, Sahel et Afrique de l'Ouest. Les pays voisins observent et s'adaptent. Au Mali, la coordination militaire s'intensifie. Au Niger, malgré les pressions extérieures, le discours souverainiste gagne du terrain. Plus au sud, au Ghana ou au Bénin, les gouvernements redoutent un effet de contagion politique. Certains redoutent un bloc autoritaire, d'autres y voient l'amorce d'une autonomie africaine assumée. Ce débat, longtemps théorique, devient concret. Faut-il choisir la stabilité garantie par l'extérieur ou la souveraineté risquée venue de l'intérieur ? Dans ce champ de forces mouvantes, Ibrahim Traoré poursuit son pari, transformer un pays assiégé en modèle d'affirmation nationale. Et qu'on l'admire ou qu'on le redoute, son influence s'étend, non parce qu'il impose, mais parce qu'il incarne une idée, celle d'une Afrique qui cesse de s'excuser d'exister. Dans la logique implacable d'Ibrahim Traoré, le futur du Burkina Faso se joue désormais sur 3 trajectoires possibles, la consolidation, la résistance prolongée ou la déstabilisation. Chaque scénario reflète une combinaison de facteurs militaires, économiques et diplomatiques, mais tous reposent sur un même principe, le choix africain de l'autonomie. Premier scénario, celui de la consolidation, décrit un pays qui maintient son élan de reconquête et consolide son autonomie. Base case, si le rythme actuel de reconquête se maintient, environ 2 à 3% du territoire par trimestre, le Burkina Faso pourrait contrôler près de 60% de son espace d'ici la fin 2025. Les programmes d'autodéfense communautaire se stabiliseraient et la production agricole soutiendrait les zones rurales libérées. Sur le plan diplomatique, le bloc Mali-Niger-Burkina renforcerait sa coordination logistique.
Ce scénario suppose que les attaques majeures diminuent et que les sanctions économiques restent limitées. Dans cette hypothèse, Traoré consoliderait sa position en interne et prolongerait son influence au Sahel. Deuxième scénario, celui de la résistance prolongée, imagine un Burkina transformant sa défense en influence régionale, optimistique. Si la mobilisation populaire continue de croître, le pays pourrait transformer sa guerre défensive en guerre d'influence régionale. Le Burkina deviendrait alors le centre d'un réseau de coopération sécuritaire autonome, inspirant d'autres nations africaines. L'économie civile se réorienterait vers l'autosuffisance, appuyée par des partenariats non occidentaux. Dans ce contexte, la légitimité de Traoré atteindrait un sommet symbolique, celle d'un chef d'État issu du terrain et resté fidèle à son peuple. Enfin, un troisième scénario, celui de la déstabilisation, évoque le risque d'un effondrement intérieur si la fatigue s'installe. Worst case, un effondrement n'est pas à exclure. Si les tensions internes, la pénurie de carburant ou l'épuisement des forces locales s'aggrave, le pays pourrait retomber dans un cycle d'instabilité. Les groupes armés soutenus de l'extérieur retrouveraient leur mobilité. Les partenaires régionaux, confrontés à leur propre crise, réduiraient leur aide. Dans ce scénario, Traoré serait confronté à un dilemme, négocier ce qu'il a juré de ne jamais faire ou risquer l'isolement total. Mais il ajoute toujours avec calme, l'histoire ne se plie pas aux probabilités, elle se plie aux volontés. Et si cette phrase semble simple, elle résume tout son pari, mieux vaut échouer debout que survivre à genoux. Dans les rues de Ouagadougou, le nom d'Ibrahim Traoré ne se prononce plus comme celui d'un chef d'État, mais comme celui d'un symbole. Les affiches peintes à la main, les chansons de rue et les slogans muraux traduisent un sentiment nouveau, la dignité retrouvée. Pour beaucoup, il n'a pas seulement rendu des villages, il a rendu une voix à ceux qu'on croyait condamnés au silence. Dans les lycées, les professeurs d'histoire évoquent ces discours comme des leçons de souveraineté contemporaine. Des jeunes, autrefois attirés par les réseaux d'émigration, participent désormais à des projets communautaires. Cette fierté civique s'accompagne d'un changement profond, le sentiment que la politique n'est plus un jeu lointain réservé aux élites, mais un espace à reconquérir. Pourtant, derrière l'enthousiasme, la fatigue s'installe. Les familles de soldats tombés demandent plus de reconnaissance et la population s'interroge. Combien de sacrifices une révolution nationale peut-elle exiger avant de devenir un fardeau ? Dans les campagnes, les paroles du président se propagent par les radios locales. Elles inspirent, mais elles rappellent aussi la dureté du quotidien, insécurité résiduelle, manque d'eau, hausse des prix. Traoré lui-même reconnaît ses limites. Le courage ne se mesure pas à nos discours, mais à nos récoltes. Cette lucidité entretient le lien entre lui et son peuple, un lien fragile mais sincère, car au fond, ce qu'il incarne dépasse la politique. Il représente l'idée qu'un Africain, jeune, sans fortune ni appui, peut tenir tête au monde et dire non sans trembler. Et cette idée, pour une génération entière, vaut déjà une victoire. Pour Ibrahim Traoré, la libération du Burkina Faso ne se limite pas à une victoire militaire. Elle repose sur une méthode. Son plan, exposé à plusieurs reprises devant les officiers et les civils, se décompose en 5 étapes précises, identifiées, armées, formées, coordonnées et consolidées. Chaque étape correspond à un pilier de souveraineté mesurable par des résultats concrets. La première phase consiste à identifier les zones encore sous influence ennemie grâce aux informations communautaires. Cartographier les zones encore sous influence ennemie grâce à la collecte communautaire d'informations. Cette phase, déjà en cours, a permis de créer une base de données locale, une première dans l'histoire du pays. La deuxième étape est d'armer le pays en développant une production locale d'armes légères, remplacer la dépendance étrangère par une production partielle d'armes légères sur le sol burkinabé. Un atelier pilote inauguré début 2024 produit désormais des munitions simples destinées aux forces volontaires. La troisième étape vise à former un corps d'instruction national ouvert aux civils. Établir un corps d'instruction national ouvert aux civils, Traoré insiste. Un citoyen entraîné vaut 2 soldats éloignés.
Cette école de défense populaire forme à la fois à la tactique et à la résilience psychologique. La quatrième étape cherche à coordonner les efforts régionaux avec le Mali et le Niger, renforcer la coopération triangulaire avec le Mali et le Niger via un centre opérationnel commun. Chaque semaine, des officiers échangent des rapports sur les déplacements suspects et les routes de contrebande. Enfin, la cinquième étape consolide les zones libérées par des projets agricoles et éducatifs, stabiliser les zones libérées par des projets agricoles et éducatifs. Des microcrédits en soutiennent les veuves et les déplacés revenus sur leurs terres. Pour Traoré, la réussite du plan ne dépend pas du soutien extérieur, mais de la discipline collective. Il conclut, la souveraineté n'est pas un rêve, c'est un calendrier. Et ce calendrier, selon lui, commence chaque matin au lever du drapeau. Dans l'un de ses discours les plus sobres, Ibrahim Traoré évoquait un souvenir, celui d'un jeune soldat tombé à la frontière nord, tenant encore dans sa main un petit drapeau du Burkina Faso. Il n'avait que 20 ans, dit-il, mais il croyait que ce drapeau valait plus que sa propre vie. Cette image, reprise par les médias locaux, devint un symbole. Le combat du pays ne se mesure plus en kilomètres, mais en fidélité. Au fil des mois, cette fidélité a tissé une mémoire collective. Dans les écoles, on récite les noms des villages repris. Dans les marchés, les mères de soldats se saluent d'un simple « on tient encore ». La guerre, sans cesser d'être tragique, est devenue un lien. Et c'est là que réside la victoire la plus intime de Traoré. Avoir transformé la peur en appartenance, il sait que tout reste fragile, mais il répète sans détour « un peuple conscient est déjà debout, même sous les bombes ». Cette phrase, gravée sur les murs de Ouagadougou, résume un cycle, celui d'une nation qui, malgré ses plaies, apprend à marcher sur ses propres traces. Au-delà des frontières et des discours, le message d'Ibrahim Traoré se propage comme une invitation, celle de participer à son échelle à la reconstruction d'un continent lucide. Il ne s'agit pas de glorifier un homme, mais de comprendre ce qu'il symbolise, la possibilité pour l'Afrique de dire non sans trembler et de bâtir sans permission. Chaque citoyen, dit-il, peut devenir un gardien par la parole juste, par le travail quotidien ou simplement par le refus de l'indifférence. Car l'histoire ne change pas dans les sommets, mais dans les villages, les écoles, les foyers. C'est là, dans le silence obstiné des peuples, que naissent les véritables révolutions. Alors la question demeure, non pas pour lui, mais pour chacun. Jusqu'où sommes-nous prêts à défendre ce que nous disons aimer? Le Burkina Faso a choisi de répondre par l'action. Et peut-être que quelque part, c'est à nous tous qu'il tend ce miroir.